La Russie vient encore de tester une arme nucléaire de capacité incroyable, comme jamais dans le passé. Un drone nucléaire au nom de Poséidon. Ouais, mes amis, c'est chaud. Je sais qu'on ne le remarque peut-être pas, puisqu'on a parlé tellement d'une chose qui est la Russie, on ne remarque plus l'ampleur. C'est une histoire qui arrive très souvent. Vous savez, on perd la sensibilité d'un sujet au fur et à mesure qu'on l'entend. En d'autres termes, pour une personne qui travaille à la morgue, par exemple, le fait de voir des corps sans vie régulièrement lui fait perdre cette sensibilité qu'il avait au passé. Donc, quand il voit un corps sans vie, ça ne lui fait absolument plus rien. En tout cas, si pas plus rien, il n'a plus les sensations qu'aurait une personne normale qui, devant soi, trouve une personne sans vie. Alors, le même sujet est applicable en ce qui concerne la Russie. On en a tellement parlé, vous en avez tellement entendu parler, qu'on ne réalise plus l'ampleur et le sérieux autour de cette histoire. Nous arrivons à un point capital, bouillant. En effet, quelques jours plus tard, après avoir testé Bourevitchnik, la Russie vient de tester le Poséidon, un drone sous-marin à propulsion nucléaire, capable de transporter une charge nucléaire. Le président Vladimir Poutine a affirmé que ce drone est impossible à intercepter. Donc, comme le Bourevitchnik, celui-ci, le Poséidon, est aussi impossible à intercepter. Et il peut plonger plus profondément et se déplacer plus rapidement que n'importe quel sous-marin. For the first time, we succeeded not only in launching it from a submarine using its booster motor, but also in igniting the nuclear propulsion system, which the vehicle used for a certain period of time. This is a tremendous success. Et qu'il peut atteindre n'importe quel continent. Un drone sous-marin capable de profondeur inouïe qui peut bouger à une vitesse inouïe et atteindre n'importe quel continent. Alors, à quoi sert le Poséidon? On se pose la question de savoir. Si on a des missiles comme Bourevitchnik, comme Orichnik, pourquoi on a besoin de Poséidon? Poséidon est différent. En quoi c'est différent? Le Poséidon est conçu pour déclencher des explosions nucléaires sous-marines pouvant potentiellement provoquer des tsunamis radioactifs près des villes côtières. Vous connaissez les tsunamis, n'est-ce pas? Ça, c'est un tsunami. Regardez-moi ça. C'est malade, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez un tsunami radioactif. Il n'y a pas de pire façon de mourir. Et personne ne peut survivre. Évidemment, les relations mondiales coulent à flot. Les dirigeants occidentaux, dont le président Trump, ont condamné ces essais comme provocateurs et déstabilisants. Généralement, quand c'est eux qui font des tests, là on ne dit rien. À chaque fois que c'est une entité extérieure, là c'est provocateur. Alors les analystes militaires de l'OTAN ont dit que ces armes pourraient contourner le système de défense antimissiles traditionnel, modifiant ainsi l'équilibre stratégique mondial. Donc, évidemment, comme vous le savez, comme il y a des systèmes de défense de missiles sur Terre, il y a aussi des systèmes de défense de missiles sous-marins. Alors, cette arme ici, le Poséidon est capable de battre ces systèmes de défense des missiles. Alors, je pense qu'il est important de parler du moment choisi. Pourquoi est-ce que M. Poutine tire 2 missiles à la fois? Parce qu'il y a à peine quelques jours, il venait de tirer le Bourevitchnik, un missile de capacité incroyable. Le Bourevitchnik, évidemment, c'est un missile capable de voler pendant 15 heures de temps et parcourir 15 000 kilomètres. And now the decisive tests are complete. A great deal of work remains to be done to put these weapons on combat alert. That's clear. All the regulations need to be met. Nevertheless, the key objectives have now been achieved. 15 heures de temps et 15 000 kilomètres. Donc ça peut rester dans les airs pendant plusieurs jours et ensuite frapper. Le Bourevitchnik. Pourquoi il le fait directement? C'est vrai, quelquefois quand on veut faire preuve de ses forces, on peut montrer un biceps. On n'en montre pas 2 directement, n'est-ce pas? À moins qu'on veuille vraiment passer un message urgent, n'est-ce pas? À moins qu'on veuille faire de la déterrence. On essaie d'avertir directement une personne. Faites très attention, j'ai ça. Faites très attention, j'ai aussi ça. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe que vous ne comprenez peut-être pas? L'OTAN, il y a quelques jours, a fait son entraînement en Hollande, un entraînement nucléaire de préparation commune. 14 pays étaient participants et ils ont fait des entraînements, évidemment, à la tête. C'était quoi comme ennemi? La Russie. Les Russes se préparent aussi. Alors, l'un des messages essentiels que M. Poutine essaie de passer à Trump est évident. C'est lequel? Le traité START, les amis. Le traité START ou encore le Strategic Arm Reduction Treaty. C'est une série des accords bilatéraux qui étaient signés entre les États-Unis et l'Union soviétique à l'époque. Ensuite, la Russie. Ça avait quel objectif? L'objectif était simple. Réduire et limiter les armes nucléaires stratégiques. Donc, chaque pays entre les États-Unis et la Russie devrait avoir un maximum de 1550 missiles de croisière avec tête destructif. Et aussi, ils avaient un système de contrôle, évidemment. Chacun passait un rapport vérifié pour s'assurer que ce traité était respecté. Et ce traité expire au mois de février.
OK, au mois de février, évidemment, c'est un traité renouvelable chaque 10 ans. Et là, il y a des intentions qui ont jailli selon lesquelles il n'y aurait pas extension de ce traité. Alors, M. Poutine, d'une façon très claire, essaie de passer un message disant « Vous avez intérêt à venir autour de la table pour discuter sur ce traité. » La Russie a promis de déployer le Orychnik au mois de novembre. Vous vous souvenez d'Orychnik? C'est ce missile très rapide capable de porter 6 têtes nucléaires. On s'est servi d'Orychnik pour faire peur à l'Ukraine récemment, pour leur faire fermer la bouche quand ils avaient frappé directement dans le territoire russe. La Russie a également annoncé le déploiement opérationnel du missile Sarmat. Nous nous considérons en droit d'utiliser nos armes contre les installations militaires de certains pays, ceux qui fournissent leurs armes pour nous attaquer. Donc, ce sont les histoires qu'ils avaient au dépôt. Maintenant, là, on les a sortis. Alors, pourquoi tout ça? Pourquoi on monte ces muscles? On se pose la question. Ces annonces, évidemment, ont été faites après l'effondrement des discussions entre les États-Unis et la Russie. Rappelez-vous, il y a quelque temps, ils étaient censés se rencontrer à Budapest pour des discussions sur la fin de la guerre en Ukraine. Il s'agissait ici préalablement de trouver un moyen de faire un cessez-le-feu. Mais il y a eu discordance. Qu'est-ce qui s'est passé? Trump voulait qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Si je suis honnête, la seule chose que je peux dire, c'est qu'à chaque fois que je parle avec Vladimir, j'ai des conversations intéressantes, mais elles ne mènent nulle part. Nous avons annulé la rencontre de Budapest avec le président Poutine. Je ne le sentais pas, je n'avais pas l'impression que nous allions atteindre notre objectif. J'ai donc annulé, mais nous le ferons à l'avenir. Poutine, par contre, voulait qu'on respecte les conditions avant le cessez-le-feu. Poutine a des conditions qu'il veut voir respectées avant d'appliquer le cessez-le-feu. Sinon, disait-il, ce serait un peu comme Gaza, où on a eu cessez-le-feu, mais pour n'avoir pas traité les conditions préalables, ils sont dans un cessez-le-feu, mais toujours en train de s'entretuer. Alors, quelles sont les demandes de Poutine? La Russie veut la capitulation complète de l'Ukraine, c'est-à-dire le ministre russe d'Affaires étrangères, Sergei Lavrov, avait réitéré autrefois disant que Moscou n'accepterait aucun cessez-le-feu en court terme. Okay? Si l'Ukraine ne se soumet pas à ces conditions équivalentes à une capitulation totale. Ça, c'est Lavrov qui a dit. Secondo, la Russie insiste sur une paix stable à long terme, rejetant tout cessez-le-feu qui ne ferait que suspendre le combat sans résoudre le conflit définitivement. Évidemment, quand vous faites un cessez-le-feu sans résoudre le problème, vous aurez certainement encore le problème. Mais pourquoi est-ce que vous désirez avoir un cessez-le-feu si vous êtes en train de gagner un combat qui, en fin de compte, ne sera pas résorbé? Vaut mieux continuer de se battre que de donner à son adversaire le temps de respirer et de se reconstituer, n'est-ce pas? La Russie veut des garanties. La Russie demande des engagements contraignants à Washington pour limiter l'expansion de l'OTAN. La Russie veut des engagements signés de Washington disant qu'il n'y aura pas expansion de l'OTAN et de réduire le soutien militaire occidental à l'Ukraine. Donc l'Ukraine ne devrait plus avoir des armes au-delà d'un certain niveau. Donc la Russie a 4 conditions majeures, sans lesquelles il n'y aura pas signature de traité, sans lesquelles il n'y aura pas signature de cessez-le-feu. Mais Donald Trump et ses amis américains et européens veulent un cessez-le-feu immédiat. Et c'est la raison principale pour laquelle ils n'ont pas pu s'accorder. Alors là, qu'est-ce qu'a fait Trump? En partant, il a promis à l'Ukraine de lui autoriser de frapper à l'intérieur de Moscou avec ses armes. Quelques temps plus tard, Poutine a frappé Borisvechnik. Quelques jours plus tard, il a frappé Poséidon. Alors c'est un message clair ou pas? Je pense qu'il faut aussi voir en arrière pour comprendre ce qui s'est passé. Le 1er mai 2018, Poutine avait annoncé que la Russie possédait 5 nouvelles armes nucléaires capables de contourner la défense antimissile américaine. Évidemment, avec le temps, avec ce qu'il est en train de nous montrer aussi, c'est une affirmation qui semble aujourd'hui être confirmée. Ils en ont les capacités. Je vous rappelle aussi que lors du test de l'Orychnik, l'ancien conseiller américain de la sécurité nationale, M. H.R. McMaster, je crois, avait commenté que les États-Unis n'auraient pas de réponse pendant au moins 15 ans. Donc ce monsieur-là, c'est une personne crédible. S'il peut dire que les États-Unis n'auraient pas de réponse pendant au moins 15 ans, il sait de quoi il parle. Les remarques précédentes de Trump, évidemment, sur le système de défense antimissile américain, le Golden Dome, qu'il a promis de placer pour protéger les États-Unis, qu'il disait invincibles, sont désormais ralliés à la lumière de ces tests russes. Donc, les missiles russes vont détruire ce dôme de fer. Alors, autre chose qui a vraiment énervé Poutine sont les nouvelles sanctions américaines. Récemment, il y a eu sanctions sur des institutions russes. Les nouvelles sanctions ont été imposées sur les géants pétroliers russes tels que Rosneft et Lukoil.
Et ces deux entités apportent le clair de l'argent russe jusque-là. Alors ça a énervé Poutine. Ce sont des énormes sanctions contre deux de leurs plus grosses compagnies pétrolières. Et nous espérons qu'elles seront de courte durée et que la guerre sera réglée. C'est une chose qu'il n'a pas aimée. Évidemment, après l'effondrement du sommet prévu à Bucarest et cette tension croissante, l'OTAN faisant ses entraînements nucléaires, la Russie voulait vous montrer de quoi il est capable. Donc nous sommes à un point névralgique de l'histoire. Je pense qu'il est très important de faire très attention sur ce qui se passe. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. La leçon est simple. Un ennemi aujourd'hui, c'est un ennemi toujours, ne vous trompez pas. Un ennemi aujourd'hui est un ennemi pour toujours. Un ami ne peut jamais te faire la guerre, jamais de la vie. Jamais un ami te ferait la guerre, jamais. Un ami peut se fâcher, il peut être en colère, il peut se retirer pendant un temps, mais jamais il ne te fera la guerre. Si un ami te fait la guerre, même s'il vient s'excuser, il faut l'excuser en distance. Si un ami te fait la guerre, même s'il vient s'excuser, il faut l'excuser à distance. God bless.